L'animation de ces différents modèles articulaires se fait par des muscles, et il y a 17 muscles qui vont animer l'épaule. Ces muscles sont classés avec en premier groupe les muscles animateurs de l'humérus par rapport à la scapula. En sous-chapitre, on a les muscles réunissant l'humérus et la ceinture scapulaire, qui sont constitués par le deltoïde, le supraépineux, l'infraépineux, petit rond et grand rond, subscapulaire et coracobrachial. Le deltoïde est le plus superficiel, certainement aussi le plus efficace. Le supraépineux est donc en haut, puis on a infraépineux, petit rond, grand rond, subscapulaire et coracobrachial. Les muscles infraépineux, petit rond, grand rond sont situés sur la face dorsale, alors que subscapulaire et coracobrachial sont en avant. Les muscles infraépineux, petit rond, supraépineux, font partie d'un groupe très spécifique qu'on appelle la coiffe des rotateurs qui peuvent facilement se rompre en vieillissant et provoquer une impotence fonctionnelle de l'épaule. Deuxième sous-groupe, les muscles réunissant l'humérus et le tronc. C'est le grand pectoral en avant, le grand dorsal en arrière, deux muscles larges, et enfin, les muscles du coude intervenant dans le jeu de l'articulation scapulo-humérale. Des muscles polyarticulaires qui vont surtout stabiliser le coude. C'est le biceps brachial en avant, le triceps brachial en arrière. Les schémas suivants vont détailler la position topographique, les insertions et le rôle des muscles de l'ensemble fonctionnel de l'épaule. Voyons tout d'abord les muscles superficiels avec, sur cette vue de face et cette vue crâniale, tout d'abord le muscle deltoïde. Certainement le plus important dans l'articulation de l'épaule, le muscle deltoïde est superficiel et en 3 faisceaux. Il comprend ventralement un faisceau claviculaire, inséré sur le tiers latéral de la clavicule. Ces fibres vont se terminer au tiers moyen sur la diaphyse de l'humérus, sur la face latérale. Ce faisceau claviculaire est bien visible sur la face, il est également visible sur le schéma inférieur qui représente une vue crâniale et en partie translucide de l'épaule. Le deuxième faisceau, c'est le faisceau acromial. Ce faisceau acromial est très latéral, il est inséré sur l'acromion et bien évidemment, il rejoint le précédent pour une insertion humérale sur le tiers moyen de l'humérus. Le troisième faisceau est un faisceau épineux inséré sur l'épine de la scapula qui, en fait, reçoit l'insertion d'un faisceau postérieur qui lui-même va se terminer, comme les précédents, au même endroit sur l'humérus. Ce muscle deltoïde permet avant tout et surtout le mouvement d'abduction de l'épaule, c'est-à-dire écarter l'humérus du contact thoracique. Ce mouvement d'abduction est primordial et compromet gravement l'usage du membre supérieur lorsqu'il est impossible. Dans le même plan se trouve le muscle grand pectoral, qui lui aussi est en 3 faisceaux, on détaillera ultérieurement, le grand pectoral qui tapisse une grande partie de la cage thoracique ventrale pour rejoindre un tendon distal, tendon qui est unique, c'est le tendon du grand pectoral qui s'insère également sur la diaphyse de l'humérus au tiers moyen. Dans le plan sous-jacent, recouvert par le deltoïde essentiellement, se trouvent les muscles de la coiffe des rotateurs. Les muscles de la coiffe des rotateurs ont cette appellation surtout pour une part clinique et non pas anatomique. Ils sont au nombre de 3, avec le supraépineux tout d'abord. Le muscle supraépineux occupe dans son insertion pratiquement toute la fosse supraépineuse de la scapula sur sa face dorsale. Ce muscle supraépineux a un trajet oblique, latéral et ventral, et va se terminer au sommet du tubercule majeur. Ce muscle supraépineux passe sous la voûte acromioclaviculaire et il est protégé, on l'a vu précédemment, par une bourse séreuse. Néanmoins, dans les mouvements répétés, ce muscle supraépineux va subir un vieillissement, une usure, et peut se rompre spontanément, ce qui compromet gravement le mouvement d'abduction scapulo-humérale.
je reconnais également le muscle subscapulaire, qui est ventral, qui se termine sur le tubercule mineur, et dorsalement, les muscles infraépineux et petits ronds, qui sont insérés largement au-dessous de l'épine de la scapula, et ces muscles vont se terminer avec un faisceau distal commun sur le tubercule majeur, sur son bord dorsal, au niveau de la distalité. Il en résulte, pour le muscle supraépineux, avant tout une intervention dans le mouvement d'abduction. Le supraépineux est le starter du mouvement d'abduction, qui est pris en relais ensuite par le muscle deltoïde. Ventralement, le muscle subscapulaire est un muscle rotateur qui permet la rotation interne de l'articulation scapulo-humérale. Le muscle infraépineux est également rotateur, ainsi que le petit rond, mais ils sont antagonistes par rapport au précédent et permettent des mouvements de rotation externe de l'humérus par rapport au thorax. Le groupe des muscles coracoïdiens ont pour point commun une insertion sur le processus coracoïde de la scapula. Ce schéma représente, sur une vue de face de l'épaule droite, une coupe frontale intéressant clavicule et acromion, puis les structures squelettiques sous-jacentes, humérus et le processus coracoïde sur la scapula. Il y a 3 muscles coracoïdiens, le petit pectoral, le court biceps et le coracobrachial. Premièrement, le petit pectoral est un muscle triangulaire, recouvert en surface par le grand pectoral. Ce muscle petit pectoral s'insère sur les côtes, de la 3e à la 5e côte. C'est la base du triangle. Et le sommet du triangle se termine sur le processus coracoïde. Le second, c'est le court biceps. Le court biceps, 2e chef du muscle biceps brachial, est orienté en haut et médialement, et il se termine sur l'extrémité du processus coracoïde. Le 3e élément, le muscle coracobrachial, est représenté en couleur brun foncé sur le schéma. Il est dans un plan plus profond que le court biceps. Il est inséré depuis le sommet du processus coracoïde jusqu'à la diaphyse de l'humérus, avec une insertion distale qui est symétrique par rapport au muscle deltoïde. Le biceps présente un 2e chef, le long biceps, qu'on a déjà décrit, avec un trajet vertical en avant de la diaphyse, puis intertuberculaire au niveau de l'épiphyse de l'humérus, et enfin, ce trajet devient horizontal avec cette situation particulière par rapport à la cavité synoviale de l'articulation scapulo-humérale. Dans le même plan que les muscles coracoïdiens, il y a le muscle subclavier qui s'insère sur la face inférieure de la clavicule, mais également sur la première côte. C'est un muscle en fait assez volumineux et qui développe une force importante dans les mouvements d'abaissement de la ceinture scapulaire. Pour être complet, le schéma comprend également le muscle subscapulaire qui tapisse la face ventrale de la scapula avec des fibres horizontales qui se terminent sur le tubercule mineur. Enfin, le muscle deltoïde, dans son faisceau acromial, est représenté depuis l'insertion sur l'acromion jusqu'à sa terminaison distale sur la diaphyse de l'humérus. Ce schéma représente la face postérieure ou face dorsale de la région de l'épaule. Premièrement, pour mémoire, le muscle deltoïde est représenté par la flèche rouge depuis son insertion acromiale avec son relief qui donne le galbe de l'épaule et sa terminaison au tiers moyen de la diaphyse de l'humérus. Nous avons ensuite
de couleur brune les muscles de la face dorsale et supérieure de la scapula, commençant par le muscle supraépineux qui tapisse la fosse supraépineuse, qui passe dans son tunnel ostéofibreux, pour se terminer au sommet du tubercule majeur de l'humérus. Le deuxième muscle est le muscle infraépineux, qui là recouvre, lui, presque la totalité de la fosse infraépineuse. Ses fibres sont horizontales, et ce muscle se termine sur le tubercule majeur. Il est accompagné par le muscle petit rond, qui a les mêmes fonctions, pratiquement les mêmes insertions, mais son innervation est indépendante de l'infraépineux. C'est pour cette raison que ces muscles sont différenciés. Le muscle grand rond, qui est représenté en rouge, est inséré sur le bord latéral de la scapula. Ses fibres sont horizontales et ce muscle grand rond va se terminer sur la face antérieure de la diaphyse de l'humérus, juste au-dessous du col chirurgical. Et donc, si les muscles infraépineux et petits ronds sont rotateurs externes, le muscle grand rond est lui rotateur interne. Ces muscles ronds, petits et grands ronds, forment un triangle. C'est ce qu'on appelle le triangle des ronds ou triangle des muscles ronds, avec un côté représenté par le bord inférieur du petit rond, un deuxième côté par le bord supérieur du grand rond, et la base du triangle qui est en fait le col chirurgical de l'humérus. Ce triangle des muscles ronds est traversé par le tendon du long triceps. Le muscle triceps est le muscle de la loge postérieure du bras, c'est un muscle extenseur, et son tendon le plus proximal, le long triceps, est inséré au bord inférieur de la cavité glénoïdale de la scapula. Ce long triceps, qui est tendineux à ce niveau, traverse le muscle des ronds. Il est en avant du petit rond mais en arrière du grand rond. Il va rejoindre les autres chefs musculaires du triceps et délimite ainsi, avec les muscles ronds, plusieurs orifices sur cette face postérieure de l'épaule. Le long triceps est rejoint par le vaste externe, l'un des chefs, qui est inséré très largement sur la diaphyse de l'humérus. Le triangle des ronds est ainsi segmenté en plusieurs orifices avec en numéro 1 le trou carré de Velpeau. Cette structure a 4 côtés, le bord inférieur du petit rond, le col chirurgical de l'humérus, le bord supérieur du grand rond et le tendon du long triceps. Ce trou carré de Velpeau est traversé par le nerf axillaire qui va innerver le petit rond et le deltoïde. Et il est traversé également par une artère, l'artère circonflexe, qui fait le tour du col chirurgical et qui alimente en sang oxygéné toute cette région de l'ensemble fonctionnel de l'épaule. Plus médialement, la fente homotricipitale entre l'omoplate et le triceps est le lieu de passage de vaisseaux artériels et veineux. Le troisième défilé, c'est la fente humérotricipitale entre la diaphyse de l'humérus et le long triceps. C'est là que passent en particulier des vaisseaux, mais surtout le nerf radial. Dans cette région du triangle des ronds, chacun des orifices permet le passage de nerfs, de vaisseaux, mais il est bien entendu que lorsqu'il y a une artère, il y a toujours le réseau veineux qui l'accompagne, réseau veineux qui est d'ailleurs plus abondant, avec en moyenne 2 ou 3 veines pour une artère. Parmi les muscles larges superficiels, le muscle grand pectoral développe une force importante. Il est présenté de 2 façons différentes sur ce schéma de face, le membre supérieur gauche est en élévation forcée, le membre supérieur droit est en position de référence anatomique. Ce muscle grand pectoral présente 3 faisceaux
Le premier est claviculaire, le deuxième thoracique supérieur, le troisième thoracique inférieur. Parmi ces trois faisceaux, le premier est inséré sur la clavicule, le second sur le thorax, le troisième jusqu'à la sixième côte. Ce qui est caractéristique, c'est la terminaison, là encore commune, des tendons distaux du muscle grand pectoral. L'insertion proximale est assez large, mais l'insertion distale est restreinte, avec une insertion de chacun des faisceaux qui s'entrecroisent avant de se terminer sur la diaphyse de l'humérus au-dessous du col chirurgical. Ce mouvement de torsion des tendons en distalité du grand pectoral, ces mouvements de torsion renforcent la solidité et la solidité de l'insertion du muscle grand pectoral sur l'humérus. Ceci est illustré sur le membre supérieur du côté gauche, qui est en position de référence avec un mouvement d'abduction forcé de la part de l'humérus, mouvement d'abduction forcé qui déroule les insertions du muscle grand pectoral, avec cette fois-ci non plus un mouvement de torsion, mais un étalement de A à B, alors que sur la gravure au niveau du membre supérieur droit, on a une inversion et un entrecroisement de l'insertion distale. L'équivalent des muscles larges sur la face dorsale est représenté par le muscle grand dorsal, qui est donc équivalent au muscle grand pectoral qui est sur la face ventrale. Ce muscle grand dorsal est très largement inséré en proximalité, avec une première portion qui est colorée en vert sur le schéma, qui est non contractile, c'est un fascia ou aponévrose. Ce fascia ou aponévrose commence son insertion sur les processus épineux de la colonne thoracique en T6 jusqu'en T12, puis sur toute la hauteur de la colonne lombaire pour les processus épineux, ainsi que la colonne sacrée. L'insertion se poursuit latéralement en remontant sur le bord latéral du sacrum, puis sur la crête iliaque. L'orientation des fibres conjonctives qui constituent ce fascia est dirigée en haut et latéralement. Ensuite, le muscle devient constitué véritablement par des fibres musculaires qui sont dans la même orientation, latérale et crâniale, et constituent un large muscle aplati qui s'amincit pour finir avec un tendon qui, comme le muscle grand pectoral, a un mouvement de torsion et finit son insertion distale sur la face ventrale de l'humérus, juste en distalité du col chirurgical. C'est un muscle adducteur puissant qui permet de compléter le mouvement du muscle grand pectoral. Nous continuons notre synthèse avec les muscles animateurs de la ceinture scapulaire par rapport au thorax. Ils sont constitués par le muscle dentelé antérieur qui est latéral, le muscle trapèze qui est superficiel, et en profondeur par rapport à ce muscle trapèze, les muscles rhomboïdes, élévateurs de la scapula, qui sont dans le plan profond, le muscle subclavier et petit pectoral pour terminer, mais les muscles trapèze, rhomboïdes, élévateurs de la scapula sont dans le plan dorsal, les muscles subclavier et petit pectoral dans le plan ventral. Soit au total 17 muscles pour l'ensemble fonctionnel de l'épaule, tous innervés par le plexus brachial, sauf le muscle trapèze, qui est innervé par le nerf accessoire. Le nerf accessoire est un nerf crânien, c'est la 11e paire crânienne. Ce nerf accessoire innerve également le muscle sternoclédomastoïdien, qui travaille en couple avec le trapèze pour la rotation de la tête et l'orientation des organes des sens, selon les signes d'alerte que l'on peut recevoir. Ce schéma représente une vue dorsale de l'ensemble crânio-vertébral de l'individu. Comme repère squelettique, nous avons la face postérieure du crâne, l'ensemble de la colonne vertébrale, cervicale, thoracique et lombaire et sacrée, les deux os coxaux, la cage thoracique et la partie proximale du squelette du membre supérieur, scapula, clavicule à droite, l'humérus est rajouté du côté gauche. Les plans musculaires sont constitués premièrement par le trapèze, qui figure du côté droit. C'est un muscle large, en plusieurs faisceaux, comme beaucoup de muscles superficiels.
Ce muscle trapèze est divisé en trois faisceaux. Le premier est le faisceau crânial ou supérieur, inséré depuis l'occipital jusqu'à C7, avec une insertion rectiligne, verticale, qui s'appuie sur le ligament nucal. Les fibres musculaires sont obliques, dirigées latéralement et vers le bas, et vont se terminer sur le tiers latéral de la clavicule. Le deuxième faisceau moyen ou intermédiaire, est inséré là aussi sur la ligne médiane dorsale, sur les processus épineux. En fait, les insertions respectives de ces trois faisceaux du trapèze vous sont décrites en détail dans le cours de M. Chaffanjon. C'est la version qu'il faut retenir. Pour le faisceau intermédiaire ou moyen, les fibres sont horizontales et se dirigent vers l'acromion en distalité. Le troisième faisceau, inférieur ou caudal, a une obliquité opposée par rapport au premier. L'insertion proximale est toujours sur la ligne verticale médiane des processus épineux. Il se termine en T12 et en distalité, avec des fibres obliques en haut et latéralement, il se termine sur le processus épineux de la scapula. Le faisceau intermédiaire se terminait, lui, sur le processus qui est l'acromion au niveau de la scapula. Ce muscle, qui intervient dans les mouvements de la ceinture scapulaire, donc la racine du membre supérieur, intervient aussi beaucoup dans les mouvements de la colonne vertébrale, particulièrement la colonne cervicale. Et il travaille en couple avec un autre muscle de la région cervicale, muscle qui est antérieur, qui sera rapporté dans un autre chapitre par M. Chaffanjon. C'est le muscle sternocléidomastoïdien, et trapèze et sternocléidomastoïdien sont innervés par un nerf, le nerf accessoire, qui est un nerf crânien, puisque leur but principal est d'orienter la vue, disons les organes des sens, vers une stimulation ou une alerte. Les deux muscles suivants sont dans un plan plus profond. Tout d'abord, l'élévateur de la scapula, comme son nom l'indique, va avoir une fonction d'élévation de la ceinture scapulaire. Il est inséré en proximalité sur les processus transversaires des vertèbres cervicales de C1 à C4. Ces quatre faisceaux vont se rejoindre pour former un fuseau musculaire pratiquement vertical, légèrement oblique en bas et latéralement, qui va se fixer sur le bord spinal de la scapula, depuis l'angle supérieur jusqu'à l'origine de l'épine scapulaire. Enfin, le muscle rhomboïde, deuxième muscle dans le plan profond, qui est inséré sur les processus épineux des vertèbres thoraciques de T1 à T4. Ce muscle est oblique, latéralement et vers le bas, et il va rejoindre le bord spinal de la scapula depuis l'origine de l'épine jusqu'à l'angle inférieur. Ce tableau permet de récapituler les fonctions des muscles animateurs de l'articulation scapulo-humérale. Nous avons vu que l'articulation scapulo-humérale est une énarthrose mettant en jeu des segments de sphère pleins et segments de sphère creux, qu'il y a trois axes de rotation, donc 6 directions de mouvement. 6 directions de mouvement qui sont l'abduction, adduction dans le plan frontal, l'antépulsion, rétropulsion dans le plan sagittal, rotation interne, rotation externe sur un axe vertical. Le muscle deltoïde, pour commencer, est le principal muscle abducteur. Il est abducteur par son faisceau latéral, le faisceau acromial, mais par sa constitution avec trois faisceaux, il est également antépulseur, rétropulseur, rotateur interne, rotateur externe. Le second muscle, le muscle supraépineux, est également abducteur, et il a exclusivement cette fonction d'abduction. Dans le mouvement d'abduction, celui-ci est initié par le muscle supraépineux, qui a un rôle de starter, puis le relais est pris en force par le muscle deltoïde. Le muscle supraépineux fait partie des muscles de la coiffe des rotateurs. C'est un muscle fragile qui, par des mouvements répétés, sportifs ou professionnels, peut être déchiré, rompu. C'est ce qu'on appelle
une rupture de la coiffe des rotateurs en pratique clinique. Une rupture du muscle supraépineux provoque un handicap important dans le mouvement d'abduction, même si le muscle deltoïde est fonctionnel. Le muscle infraépineux est en partie abducteur mais surtout rotateur externe, ainsi que le muscle petit rond qui a la même fonction, le petit rond étant essentiellement un faisceau indépendant du muscle infraépineux qui a une innervation différente. Les fonctions sont les mêmes pour ces deux muscles. Le muscle grand rond n'est plus abducteur mais adducteur. En effet, son insertion distale est plus bas située. Il est adducteur et rotateur interne, car son insertion distale est sur la face ventrale de l'humérus et à un moindre degré rétropulseur. Le muscle subscapulaire est rotateur interne exclusif. Le muscle coraco-branchial a un rôle d'adduction et d'antépulsion. Quant au muscle grand pectoral, il est adducteur et antépulseur, à un moindre degré rotateur interne. Le muscle grand dorsal est adducteur comme le grand pectoral, puisque c'est son symétrique dorsal, mais il est bien sûr rétropulseur et en partie rotateur interne. Les muscles biceps brachial et long triceps n'interviennent pas directement dans les mouvements de l'articulation scapulo-humérale. Par contre, ils sont stabilisateurs de l'articulation scapulo-humérale, ainsi que les muscles suivants, supraépineux, infraépineux, petit rond, subscapulaire, coraco-brachial. Le second tableau résume la fonction des muscles animateurs de la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, comme on l'a vu, est mobilisée à partir d'une articulation en selle, l'articulation cléido-thoracique. Comme les nartroses, elle a 3 axes de rotation, 6 directions de mouvement qui sont le mouvement d'élévation et d'abaissement. Le mouvement d'élévation correspond au mouvement de haussement des épaules. C'est un mouvement dans le plan frontal. L'abaissement est bien sûr l'inverse. L'antépulsion déplace la clavicule vers l'avant dans un plan horizontal, entraînant bien sûr la scapula. L'inverse, c'est la rétropulsion qui repousse la clavicule en arrière. Quant au mouvement de rotation, eh bien la rotation s'effectue sur l'axe rectiligne de la clavicule, mouvement de rotation antérieure qui fait légèrement basculer le moignon de l'épaule en avant, par opposition au mouvement de rotation postérieure qui est inverse. Encore une fois, les mouvements de rotation se font sur un axe horizontal qui correspond schématiquement à l'axe longitudinal de la clavicule. Les muscles intervenants sont le muscle dentelé antérieur qui intervient dans le mouvement d'antépulsion et rotation antérieure. Le muscle trapèze va avoir des fonctions extrêmement différentes, voire même opposées, du fait de ces 3 faisceaux musculaires, ces 3 composantes très étalées sur le plan topographique. Le trapèze est un muscle élévateur par le faisceau crânial, mais aussi abaisseur par le faisceau caudal et rétropulseur par le faisceau intermédiaire. De façon accessoire, il est rotateur antérieur. Le muscle élévateur de la scapula est uniquement élévateur. Le muscle rhomboïde, quant à lui, intervient dans la rétropulsion. Erreur. Le muscle rhomboïde, quant à lui, intervient dans la rotation postérieure de la scapula. Le petit pectoral intervient dans l'abaissement et la rotation postérieure. Le subclavier, qui est un muscle assez volumineux, intervient dans l'abaissement de la ceinture scapulaire. Ces 2 diagrammes illustrent les mouvements de sonnette de la scapula et les couples musculaires qui interviennent. Ce sont 2 schémas qui représentent la face postérieure
de l'omoplate, et ces mouvements de sonnette sont en fait des mouvements de rotation autour d'un axe immédiatement médial par rapport à la cavité glénoïdale. L'axe de rotation est représenté en rouge sur les deux schémas, et ce mouvement de sonnette va être réalisé par l'intervention simultanée de deux muscles, voire plus, mais deux muscles qui vont agir de façon totalement opposée. La rotation postérieure, qui amène la pointe de l'omoplate au plus près de l'axe vertébral, fait intervenir le muscle petit pectoral en avant et le muscle rhomboïde en arrière. A l'inverse, le mouvement de rotation antérieure qui amène l'angle inférieur vers l'avant, eh bien, le trapèze va travailler en couple avec le muscle serratus qui lui va déplacer la pointe de la scapula vers l'avant. Nous allons maintenant faire une synthèse topographique des éléments constituant l'ensemble fonctionnel de l'épaule, avec cette coupe sagittale du membre supérieur droit, coupe sagittale qui passe par l'interligne articulaire de l'articulation scapulo-humérale, et c'est la face médiale qui est représentée. Premièrement, sur cette coupe, on retrouve deux pièces squelettiques qui sont crâniales, l'acromion qui est dorsal par rapport à la clavicule qui est ventrale. On a un revêtement cutané tout autour. Le trait noir le plus superficiel représente l'épiderme. Puis on a le tissu graisseux sous-cutané. Et enfin, un deuxième trait noir qui représente le fascia ou aponévrose. C'est une gaine conjonctive qui recouvre tous les plans musculaires de l'organisme. Le muscle le plus superficiel, en numéro 1, c'est le muscle deltoïde. Deux faisceaux sont ici représentés. Le faisceau claviculaire sur la droite, ou faisceau antérieur, le faisceau acromial sur la gauche, qui est normalement latéral ou latéro-postérieur. Le plan sous-jacent va être constitué par les muscles de la coiffe des rotateurs. En numéro 2, c'est le muscle supraépineux. Le muscle supraépineux est isolé de la voûte acromioclaviculaire par la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne. Dorsalement, la coiffe des rotateurs est constituée ensuite par le muscle infraépineux et son complément, le muscle petit rond en numéro 4, qui n'est qu'un faisceau indépendant de l'infraépineux et d'innervation différente. En continuant sur la face dorsale, le numéro 5 représente le long triceps, qui est un muscle du coude. Le numéro 6, c'est le muscle grand rond. Et le numéro 7, c'est le muscle grand dorsal qui, à ce stade, est en fait tendineux avant de se terminer sur la diaphyse de l'humérus. La partie centrale coupe la capsule et les structures articulaires entre la tête de l'humérus et la cavité glénoïdale de la scapula. La face ventrale de cette capsule articulaire est recouverte par le numéro 8, le muscle subscapulaire. La partie centrale comprend, surlignée en orange, la membrane synoviale. Membrane synoviale qui fait le tour, la périphérie de la cavité articulaire et qui, dans le cas présent, est traversée par le tendon du long biceps qui possède une gaine synoviale indépendante, la face fonctionnelle de la membrane synoviale étant le trait orange qui, bien sûr, est orienté vers la cavité articulaire. Cette membrane synoviale
est doublé par la capsule articulaire qui est régulière de même épaisseur sur les faces crâniale, dorsale et caudale, mais sur la face ventrale, cette capsule articulaire est renforcée par des ligaments, des épaississements, les ligaments gléno-huméraux, avec une déhiscence entre deux d'entre eux, qui laisse passer une bourse séreuse en communication avec la cavité articulaire, bourse séreuse du muscle subscapulaire. Sur la face ventrale, le numéro 9 est le muscle coraco-brachial. Le numéro 10 représente le tendon du long biceps. Le numéro 10 bis, le court biceps, qui va rejoindre le processus coracoïde. Et en numéro 11, le muscle grand pectoral, qui est déjà sur sa partie distale, avec l'entrecroisement des trois faisceaux qui forment ici schématiquement la lettre U. Le dernier élément, c'est le rectangle qui est au-dessous et en avant du muscle supraépineux, le numéro 2. Ce rectangle représente le ligament coraco-huméral ou ligament suspenseur de l'épaule.